Bonjour, vous avez peut-être connu sur ces images le lieu. Nous sommes à Laval, en Mayenne, à 71 jours du premier tour des élections municipales, car nous devrons choisir nos maires les 23 et 30 mars prochains, vous le savez. Eh bien, à 71 jours du premier tour, François Pays de la Loire lance le premier débat d'une série. Après Laval, nous irons à Angers, au Mans, à La Roche-sur-Yon, encore à Nantes, avec nos confrères de France Bleu Mayenne aujourd'hui et Ouest France. Nous allons vous proposer ces débats pour y voir plus clair, pour pouvoir peut-être vous aider à choisir durant ces prochaines semaines. Un premier débat, un premier face-à-face. On est ensemble pendant 50 minutes. C'est parti. Voilà, j'ai rejoint nos invités. Merci d'être fidèles à La Voix est libre. Je vous présente donc ce face-à-face. Jean-Christophe Boyer, bonjour. Vous êtes le maire sortant, vous êtes socialiste. Vous menez une liste qui regroupe des socialistes, mais également Europe Écologie Les Verts et le PRG. Vous avez 47 ans. Et le Parti communiste. Et le Parti communiste, et merci. Vous avez 47 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Vous êtes également le président de Laval Agglomération et vous êtes conseiller général. À vos côtés, Françoise Oqueto, bonjour. Vous êtes UDI, sénateur UDI, et vous menez une liste qui regroupe l'UDI, l'UMP, le MoDem, le MPF et DLR. Vous avez 55 ans, vous êtes marié, vous avez 5 enfants. Je lui dis, vous êtes sénateur, mais vous êtes aussi conseiller municipal d'opposition à Laval. Bonjour messieurs. Et pour vous interroger, 3 journalistes, Isabelle Marchand, bonjour Isabelle, de France Bleu Mayenne, Christine Villevoisin de la rédaction de France 3 Pays de la Loire et Arnaud Bélier de la rédaction Ouest France Mayenne. Bonjour à tous les 3. Je signale à nos internautes et à nos téléspectateurs que vous pouvez réagir sur Internet. Le hashtag va s'inscrire en haut de l'écran. MUN comme municipal, 53 000 comme le code postal, MUN 53 000. Vous pouvez réagir, faire vos commentaires et également poser vos questions. Nous poserons vos questions à nos invités en toute fin d'émission dans une 50aine de minutes. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous propose un petit rappel dans l'histoire, une piqûre de rappel. Nous allons regarder les précédents scrutins ici à Laval. On regarde. Nous sommes le 9 mars 2008. Guillaume Garot, leader du PS à Laval, emporte les élections municipales face à François Daubert, le maire sortant UMP. En 2007, il lui avait déjà ravi son poste de député. Guillaume Garot est élu dès le premier tour et fait basculer la ville à gauche après 12 ans de mandat de droite. Un mandat pour lequel François Daubert a bataillé longtemps. Lui-même s'est présenté 3 fois avant de gagner la ville. Il dit d'ailleurs que cette bataille, c'est son meilleur souvenir politique, mais aussi le plus difficile. François Daubert fait alors basculer à droite, une ville gérée par la gauche pendant un quart de siècle. À Laval, André Pinson, également socialiste, a été réélu. Bien avant la vague rose, Laval a élu un maire de gauche dès 1971, Robert Buron, puis André Pinson, qui fut aussi le premier député de gauche élu en Mayenne sous la Ve République. Maire pendant 20 ans, avant de démissionner et de céder son fauteuil à son adjoint en finances. Un scénario qui vient de se répéter. Nommé ministre en juin 2012, Guillaume Garot laisse lui aussi sa place à son adjoint Jean-Christophe Boyer, élu maire le 9 juillet dernier. Voilà pour la piqûre de rappel. On va attaquer tout de suite. Arnaud Bélier de Ouest France va nous rejoindre. Premier thème, messieurs, la fiscalité. Messieurs, bonjour. On va parler un petit peu de chiffres pour démarrer. Excusez-moi Arnaud, je le précise, un tirage au sort a eu lieu pour déterminer lequel d'entre vous répondra le premier. Et on commencera par Françoise Oqueto. Lors de ses vœux, François Hollande a déclaré que les impôts étaient devenus trop lourds. Il a également invité les collectivités locales à faire des économies. Est-ce possible à Laval? Y a-t-il des marges de manœuvre? Quelles sont, Jean-Christophe Boyer et Françoise Oqueto, vos propositions en la matière? La question sera l'un des enjeux des élections municipales, on n'en doute pas. Il faut dire, Jean-Christophe Boyer, que vous avez frappé fort, 26% d'augmentation des impôts locaux la première année de votre mandat. C'était Guillaume Garot qui était maire à l'époque, et puis plus rien les années suivantes, il faut le dire. Vous étiez alors adjoint aux finances. Lors de votre arrivée aux affaires, vous dites avoir découvert une situation catastrophique. Pas de quoi payer les employés municipaux, une explosion des charges de fonctionnement, des projets en surcoût, sans oublier les fameux emprunts toxiques. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Françoise Oqueto, vous dites depuis 5 ans que tout ça est exagération. Donc, première question peut-être à vous. Cette campagne municipale, on a senti déjà ces dernières semaines, vous allez mener la campagne de la fiscalité à Laval. Oui, si vous permettez,
En ce début d'année, je voudrais d'abord commencer par présenter mes vœux aux Lavallois. Et c'est parce que je souhaite que 2014 et les années qui suivront soient meilleures pour les Lavallois que je me suis engagé avec détermination dans cette campagne. Et pour que les années soient meilleures, je pense qu'il faut changer de maire. Le maire sortant, Jean-Christophe Boyer, a créé beaucoup de tensions dans la ville. Moi, je veux recréer des relations apaisées et je veux recréer la confiance. Pourquoi je vous dis ça? Sur la fiscalité. Parce que, justement, la fiscalité, qui est un de mes thèmes prioritaires, sur le thème de la fiscalité, la confiance a été rompue tout de suite. Monsieur Boyer, vous avez menti quand vous avez promis officiellement, il y a 6 ans, de ne pas augmenter les impôts à Laval pendant toute la durée du mandat. Vous avez menti et vous avez rompu la confiance. Car qu'est-ce qui s'est passé? C'est que violemment, dès la première année, les impôts ont augmenté, non pas de 26 et quelques pourcents, ça c'est le taux, mais en réalité, dans ce qu'ont payé les Lavallois à la fin de l'année, c'était presque 30% de plus. Avec 30%, avec les bases fiscales. ça veut dire sur tout le mandat, 30 millions d'euros qui ont été prélevés dans la poche des Lavallois et qui ont privé les Lavallois de pouvoir d'achat, qui ont privé les commerçants de dépenses, qui ont privé les artisans de travaux qui auraient pu être faits par les Lavallois. Ça veut dire que tout ça a été prélevé sur les Lavallois et que cela a créé un contexte économique très mauvais. Et ce n'était pas justifié, car bien sûr on nous dit c'était la dette. Mais la dette, quel a été le désendettement? Aujourd'hui, la dette s'élève à 1 512 euros par habitant. Elle était en début de mandat de 1 583 euros. Excusez-moi, mais la dette a juste baissé de 70 euros par habitant. C'est bien, mais c'est très peu. Et ça n'a rien à voir avec l'ampleur des impôts prélevés en excédent sur les Lavallois. 30 millions d'euros, je le dis, c'était inconscient même, je l'ai dit à l'époque. Inconscient, Jean-Christophe Boyer, si c'était à refaire, vous le referiez de la même manière? Vous avez augmenté la première année, mais les années suivantes, vous n'avez pas fait de nouvelles augmentations. C'était un choix calculé? Je vais répondre à votre question tout en ayant souhaité mes meilleurs vœux aux Lavallois, mais je crois que ce débat est là pour faire la clarté sur un certain nombre de points. Quand on s'est engagé en 2008 et en 2007, quand nous travaillions notre programme municipal, nous avions effectivement un manque de données financières qui avait été caché par la précédente municipalité. Je crois qu'il ne faut pas qu'on entre dans ce débat de cette façon-là. Pour moi, nous avons assumé nos responsabilités et nous sommes même restés dans les stricts rails que la plus haute juridiction en matière de finances locales nous avait donnés et nous avait tracés, qui était la Chambre régionale des comptes. Sur le bureau de Guillaume Garot, en mars 2008, la Chambre régionale des comptes nous dit une chose: la ville a usé de stratagèmes pour contourner l'augmentation des impôts, il y a eu la contractation d'emprunts toxiques, il y a eu l'endettement qui a été déporté, caché dans d'autres structures, il y a ces emprunts qui sont pris et qui aujourd'hui, au fond, nous mettent en difficulté, nous ont mis en difficulté dès 2008. Fallait-il augmenter de 26% tout de suite? Avec une donnée extrêmement essentielle, c'est que cette même juridiction de la Chambre régionale des comptes avait placé Laval dans le réseau d'alerte des services de l'État. Donc nous avons été de bons élèves, nous avons pris ce rapport de la Chambre régionale des comptes à la lettre, nous avons redressé les finances municipales. Redresser les finances municipales pour équilibrer les comptes de l'année 2008, qui avait été exagérément voté, un budget en déséquilibre, un budget insincère, et qui nous conduisent aujourd'hui, qui nous ont conduits en 2008 et en 2009 à rétablir les comptes. 26%. On va parler de la situation actuelle de la ville de Laval. 26% d'augmentation d'impôts, c'était, pour répondre à votre question, le strict nécessaire pour équilibrer les comptes à la fin de l'année 2009 et la condition sine qua non pour ne pas être mis sous tutelle par la préfecture. Politiquement, c'était peut-être fort, c'était le sens de la question. La responsabilité des élus, c'est d'assumer notre rôle en tant qu'adjoint aux finances, puis en tant que maire aujourd'hui. Je veux parler de responsabilité. La responsabilité, c'est d'équilibrer les budgets chaque année. Si on veut avancer dans le débat, François Zocchetto, vous avez d'ores et déjà annoncé que si vous êtes élu maire en mars prochain, vous baisserez les impôts de 10%. On a envie de dire pourquoi pas de 26%, puisque vous contestez cette augmentation. Est-ce possible? Est-ce raisonnable? Si je propose de baisser les taux dès la première année de 10%, c'est parce que j'estime que c'est faisable et c'est raisonnable. J'ai placé volontairement cette baisse de taux à 10%, car je sais que je peux le faire. Et je veux qu'on oublie très vite ce mensonge originel de la municipalité sortante qui a consisté à se faire élire en disant « je n'augmenterai pas les impôts » et qui, quelques mois après, aussitôt les augmente, alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la situation et que la situation réelle n'est pas celle qui est décrite, tant les chiffres sont manipulés depuis quelques années.
Jean-Christophe Boyer, depuis la crise minute, est arrivée, il reste, ça s'est séquence. creusé. Qu'allez-vous faire? Moi, je crois aujourd'hui qu'il faut, là, encore une fois, le mandat de maire, c'est un mandat responsable. Je pense que le mandat 2014-2020 sera un mandat difficile parce qu'il faudra faire preuve de rigueur budgétaire. Vous l'avez annoncé, les comptes publics sont dans l'état de ce qu'ils sont. Ça veut dire que les collectivités devront faire des efforts. Cette année, nous avons voté un budget qui est à l'équilibre en termes de charges de fonctionnement par rapport à l'année dernière. Ce qui est une performance. C'est très difficile dans une mairie, c'est très difficile dans une entreprise. Les chefs d'entreprise vous le diront. Moi, aujourd'hui, annoncer des baisses de 10% d'impôts, d'abord je note que ça veut dire que l'augmentation de 20% était à peu près nécessaire déjà il y a 5 ans, 30%. et si j'enlève aux 10%, et ensuite, deuxième point, il faut nous dire où on fait des économies. Où on fait des économies? Est-ce qu'on ferme des crèches? Est-ce qu'on ferme des maisons de retraite? Est-ce qu'on supprime les subventions aux écoles privées? Est-ce qu'on enlève des subventions aux clubs sportifs? C'est ce genre de choses que nous devons savoir. Parce qu'annoncer un chiffre de 10% sans dire où on fera des économies, ce n'est pas responsable. Je peux le dire tout de suite, je peux prendre 2 exemples. Très vite, s'il vous plaît. Sur les 4 dernières années, il a été consacré 2,5 millions aux dépenses publicitaires et de communication personnelle pour le maire, et plus de 2 millions sur des études qui n'ont servi à rien, eh bien je trouve tout de suite déjà 4 millions. Merci. Non, je suis désolé, je dois répondre parce que je ne peux pas laisser dire ce genre de choses. Les études, monsieur l'adjoint en finance de François Daubert, vous savez ce que c'est, elles sont financées sur les investissements et pas sur le fonctionnement, ce qui ne permet pas de réduire les impôts. Et ensuite, en matière de communication, nous avons réduit les dépenses de communication par rapport à François Daubert et elles sont essentiellement consacrées à l'information municipale des Lavallois. Il faut décider si la démocratie doit se priver d'une information municipale mensuelle. Merci Arnaud, on vous retrouve tout à l'heure. On va passer maintenant à l'emploi avec Christine Villevoisin. Et la première question, Christine, sera pour Jean-Christophe Boyer. Bonjour messieurs, le ton est parti offensif dans ce débat. C'est un débat. C'est un débat, vous avez raison. Ici à Laval, le taux de chômage reste l'un des plus bas de la région. Ça c'est la bonne nouvelle, même s'il augmente. On peut citer notamment dans l'actualité l'entreprise Maury Ducrot, par exemple, qui est actuellement en sursis avec 60 salariés sur la sellette. Il y a aussi de bonnes nouvelles. Il suffit de citer Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, qui vient d'acheter une entreprise indienne et 7 usines dans le sud de l'Inde. Laval, c'est donc des entreprises industrielles, c'est aussi des PME, beaucoup créées par des Mayennais. Une pépinière d'entreprises spécialisées dans les hautes technologies, notamment la réalité virtuelle. Laval compte d'ailleurs ouvrir, on en reparlera un peu plus tard, une cité de la réalité virtuelle, ce sera en 2016. Laval, ville de la réalité virtuelle, c'est un choix qui avait été initié par François Daubert, qui a été conforté par votre municipalité, mais aussi et surtout par la région, un choix conforté. Il y a quelques jours, quelques semaines, Eon Reality, entreprise américaine, a décidé de s'implanter ici et promis de créer 150 emplois. Promesse qu'elle avait déjà faite au passage il y a quelques années à Clermont-Ferrand et qu'elle n'a jamais tenue. La réalité virtuelle, est-ce que c'est un mirage? Et se spécialiser, est-ce que c'est pas finalement, Christophe Boyer, prendre un risque de se spécialiser sur un créneau qui n'est pas vraiment porteur d'emploi, ou de peu d'emplois en tout cas? En matière de création d'emplois, il faut rester humble. D'abord, rester humble, ça veut dire considérer que la création d'emplois, elle se fait par les chefs d'entreprise, par les créateurs. Donc ça, pour nous, depuis 6 ans, nous avons créé 1000 emplois en solde de positif sur l'agglomération, alors que seuls 16 emplois avaient été créés dans le mandat précédent. Ça veut dire, quand on parle développement économique, se consacrer aux entreprises et leur donner tous les moyens de se développer. Ça veut dire parler de la gare, on en parlera tout à l'heure avec la LGV, parler du très haut débit, créer ces conditions pour que les entreprises se développent. Ensuite, il y a tout ce qui concourt au bonheur des salariés, au bien-être des salariés. Donc il faut parler transport, il faut parler crèche, il faut parler école. Et tout ceci, Laval en est doté et bien doté. Et puis, il faut faire le choix des bonnes entreprises. En matière d'emploi, il y a également tout le travail effectué sur les demandeurs d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, je dirais presque le drame de la Mayenne, c'est qu'il y a d'un côté des emplois qui sont là, qui sont disponibles, et de l'autre des personnes qui sont au chômage et qui ne sont pas assez formées. Donc tout l'effort que nous travaillons aujourd'hui avec les demandeurs d'emploi, c'est de les amener avec la formation vers ces nouveaux emplois. Donc moi je suis humble, on a tous travaillé... Vous faites le choix des emplois très très qualifiés, c'est ça votre choix aujourd'hui? Une des erreurs, voire une faute commise par mon voisin, c'est d'avoir refusé de voter la venue de Bridor dans l'agglomération. Parce que l'entreprise Bridor, qui s'installe dans l'agglomération, qui va faire de la boulangerie dans le monde entier, qui en fait un site majeur, cette entreprise, ce sont des emplois peu qualifiés qui correspondent
parfaitement à ce dont nous avons besoin et à ce dont ont besoin nos demandeurs d'emploi sur le territoire. Vous parliez d'E.ON Reality tout à l'heure. On va d'abord laisser François Zocchetto répondre. Je vais répondre sur E.ON Reality tout à l'heure, si vous voulez. Oui, merci. D'autant plus que moi, je n'aime pas quand M. Boyer dit ou laisse entendre qu'il a créé 1000 emplois et que je me serais opposé à Bridor. Évidemment, c'est totalement faux. Ce que je constate, en fait, c'est qu'il y a plus de 4000 chômeurs aujourd'hui à Laval et surtout que ce chiffre a malheureusement augmenté de 7% sur l'année qui vient de s'écouler. Donc nous avons désormais un réel problème à Laval, qui est un taux de chômage qui devient significatif et bien sûr beaucoup trop élevé. Dans un contexte économique difficile. Oui, bien sûr, je ne rends pas M. Boyer responsable de tous les chômeurs, bien sûr, mais je dis que tout n'a pas été fait. Bien sûr, on va dire E.ON va s'installer. Moi, je demande à voir les emplois virtuels. On connaît. Demandez aux élus de Clermont-Ferrand ce qu'ils en pensent de cette entreprise. 4 millions d'euros pour créer quelques emplois, je dis d'emblée que je ne suis pas d'accord. En revanche, que fait la municipalité, que fait M. Boyer lorsque Énergie déplace son centre de recherche avec tous les ingénieurs et cadres vers Compiègne? Que fait M. Boyer lorsque Forestia Composite, qui a succédé à Sora Composite, s'apprête à déplacer 35 ou 40 ingénieurs et cadres? Voilà, ça ce sont des vraies questions. Commençons par garder les entreprises que nous avons et en particulier celles qui ont des emplois qualifiés et des cadres que nous ne savons pas attirer. Car un des problèmes à Laval est que la ville actuellement n'est pas suffisamment attractive pour que les cadres viennent et pour que les emplois qualifiés soient pourvus. Je n'oublie pas à côté les personnes en grande précarité, puisque nous savons que l'économie évolue vers moins d'emplois manuels, moins d'emplois sans qualification, et nous avons le devoir, par solidarité, par obligation, de prendre en charge ces personnes qui sont dans une très grande précarité. Vous n'attirez pas assez les cadres ? Non, mais je crois que là aussi, il faut être responsable. Sur le départ d'Énergie, personne n'a réussi à convaincre le patron de Plastic Omnium. Quand je dis personne, ni Jean Arthuis, ni Guillaume Garot n'ont réussi à convaincre ce patron de garder son unité à Laval. Et là, il faut se rassembler dans ces cas-là. Il faut se rassembler aussi quand Bridor veut venir à Laval. Il faut voter, M. Zocchetto, le plan d'épandage qui permet à la société Bridor de s'installer. Sinon, cela signifie qu'elle ne peut pas exploiter son site. Sur E.ON Reality. Sur E.ON Reality, et je suis assez triste d'apprendre que M. Zocchetto ne soutient pas cette démarche. Parce que 4 millions d'euros, non, je ne les voterai pas. E.ON Reality, c'est beaucoup d'argent malgré tout. Pour que quelqu'un s'emploie. Ne s'était pas engagé à Clermont-Ferrand. E.ON Reality à Clermont-Ferrand était prestataire technique. À Laval, il s'engage à créer 10 emplois l'année prochaine, 66 au bout de 3 ans et 150 à terme. C'est une montée en charge tout à fait possible. Et ce qu'oublie de dire M. Zocchetto, c'est que sur les 4 millions d'aides, il y a 3 100 000 euros qui sont simplement des avances remboursables. Donc ça veut dire que près de 75% de ces aides seront remboursés par E.ON à terme. L'emploi, c'est l'agglomération, c'est l'ensemble de l'agglomération, c'est Yannick Borde qui est président de Laval Développement, c'est une augmentation du taux de chômage à Laval qui est équivalente à celle de Changé. Je ne pense pas que vous critiquerez le maire de Changé dans ce qu'il traite comme dossier de chômage. Donc c'est le boulot de l'agglomération. Soyons rassemblés quand il s'agit de parler d'emploi, soyons responsables. Tous derrière la création d'emplois. Quelques mots aussi sur les PME, les artisans, les commerçants, car eux contribuent aussi à l'emploi. Et malheureusement, ce sont les grands oubliés de ce mandat qui s'achève. Je donnerai un exemple. Monsieur Boyer a cru utile de fixer au maximum les bases de contribution à ce qu'on appelle la CFE, le nouvel impôt qui pèse sur ces entreprises. C'est une grave erreur. Je certifie qu'il y a eu de nombreuses erreurs de commises, et en particulier auprès des petites et moyennes entreprises. Et c'est ça que je veux corriger avec mon équipe, de façon à redonner un élan à des entreprises de taille petite ou moyenne qui sont susceptibles d'accueillir des personnes peu qualifiées. Merci. Je suis désolé, mais je dois corriger la cotisation foncière des entreprises. C'est d'abord un vote de l'agglomération. Donc, M. Zocchetto nie. Vous êtes président de l'agglomération. J'en suis le président et j'ai été soutenu à plus de 75% sur cette mesure. Contre l'avis d'un certain nombre d'élus. J'ai été soutenu avec plus de 75% des votes de l'agglomération, donc ça s'appelle la démocratie. Et cela n'a pas été voté au maximum, mais au taux moyen. Soyez justes, soyons responsables. Allez demander à ceux qui la payent ce qu'ils en pensent. Nous avons travaillé avec eux. On est loin du rassemblement. Voilà. Merci Christine, on vous retrouve tout à l'heure. Isabelle Marchand va nous rejoindre. On va parler à présent avec vous, messieurs, des grands projets pour Laval.
Bonjour Isabelle, et ça va intéresser les Lavallois. Est-ce que cette ville va se transformer dans les prochaines années? Bonjour Xavier, bonjour Jean-Christophe Boyer, bonjour Françoise Oqueto. Alors les grands projets pour Laval, outre la rénovation des quartiers, l'amélioration de la voirie, les équipements sportifs et le déménagement du conservatoire dont nous parlerons en fin d'émission, il y a 2 grands projets pour Laval. L'aménagement du quartier de la Gare, vous en avez déjà parlé un peu, et la reconversion du 42e régiment de transmission, avec surtout la cité de la réalité virtuelle. La Gare, on sait que la LGV arrive en 2017, elle mettra Paris à 1h10 de Laval. Il y a un projet d'aménagement de cette zone de la Gare pour préparer cette arrivée, mais il reste assez virtuel. Où en est-on exactement? La cité de la réalité virtuelle, idem. Où en est-on, sachant que l'architecte a été choisi il y a 1 an et sachant que c'est un projet plus consensuel et qui s'inscrit dans une certaine continuité. La Gare, Françoise Oqueto, vous répétez depuis des mois que Laval a pris du retard sur le dossier de la Gare. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, argumenter un peu? Oui, c'est un leitmotiv chez moi et c'est une priorité également chez moi. Certains vont dire que c'est une obsession. Mais pourquoi? Parce que l'arrivée de la LGV à Laval est une opportunité extraordinaire pour une ville de taille moyenne comme la nôtre. Et force est de constater que depuis 6 ans, rien n'a été fait. Pire, nous sommes revenus en arrière. Je m'explique. Pour aménager un quartier comme la Gare, il faut une ZAC, une zone d'aménagement concerté. M. Boyer a cru bon de supprimer cette ZAC et d'en recréer une quelques années après. 5 années ont été perdues, 5 années qui coûteront cher aux Lavallois en termes d'emploi, en termes de travail. Ma priorité, c'est de donner du travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait du travail pour les Lavallois. Et ce que je veux, c'est que le quartier de la Gare devienne un quartier tourné vers l'emploi. Bien sûr, un quartier avec des réaménagements urbains, avec des logements, mais aussi surtout un quartier tourné vers l'emploi en saisissant cette opportunité. Alors on va pas revenir sur ce problème de ZAC, Jean-Christophe Boyer, parce qu'il est très technique. Il y a à nouveau une ZAC. On sait qu'en 2016, il y aura déjà un premier équipement, c'est la nouvelle passerelle, 8 2015. Mètres de large, presque 5 millions d'euros. Elle sera prête, mais est-ce suffisant pour renforcer l'attractivité de Laval, une passerelle? D'abord, le projet de la gare, et M. Zocchetto est un petit peu en retard, le projet de la gare, il a été décidé en septembre 2012 par le Conseil général, dont le président est bien connu de mon voisin, par la région, et je salue l'engagement de Jacques Oxiette, par la SNCF, par RFF, un projet d'ampleur, plus de 30 millions d'euros, qui vise à réaménager la passerelle pour le confort des Lavallois et pour le confort des voyageurs, y compris des personnes à mobilité réduite. Le bâtiment voyageur dont on verra l'ouverture dans quelques semaines de la boutique du quotidien qui va changer la façon d'aborder ce bâtiment. Et puis, petit à petit, la gare routière qui va être construite également avec l'agglomération et le Conseil général pour que l'ensemble des cars de la Mayenne se retrouvent à la gare et constitue un pôle d'échange multimodal. Parce qu'au fond, si on veut parler d'écologie dans notre projet, et nous en parlerons, on parle pôle d'échange multimodal, on parle l'accessibilité à la gare par le vélo, par les piétons, par le TER, le TGV. Tout ça pour faire une gare qui crée des emplois, puisque le risque d'une gare comme une gare de Laval, c'est que ce soit des personnes qui viennent de Paris se loger à Laval et repartir travailler à Paris. Est-ce que ce pôle sera prêt en 2017? Il sera prêt dès 2015, puisque l'ensemble des dates sont dans le protocole que nous avons signé avec toutes les collectivités dans un bel élan que je salue. En 2015, la gare routière sera prête, le bâtiment voyageur sera quasiment rénové et la passerelle sera installée. En 2016, la ligne à grande vitesse sera livrée et en 2017, elle sera exploitée commercialement. Les premiers bureaux seront prêts à la mi-2016. Et là, dans quelques semaines aussi, les halles qui constituent l'aménagement pour l'instant seront détruites. Donc ce projet est en marche, ce projet est calé, les partenaires ont tous signé. Donc l'énergie que nous y avons consacrée depuis des années maintenant, on fait de ce projet un projet prioritaire et je suis ravi que M. Zocchetto le soutienne. Alors Françoise Zocchetto, et d'ailleurs Jean-Christophe Boyer pourrait aussi répondre à cette question, vous voulez tous les deux faire de ce quartier une vitrine, vous voulez construire des bureaux, vous voulez qu'il y ait des commerces, des logements, mais est-ce que vous avez des entreprises en demande? Est-ce que vous ne risquez pas de faire ce qui s'est passé au Mans, c'est-à-dire trop de bureaux et maintenant un tiers, je crois, des bureaux alloués au Mans? Alors, le problème, c'est qu'en effet, nous allons arriver après les autres villes, puisque nous avons pris 6 années de retard. Le Mans, Angers, Rennes, pour ne citer que ces villes-là, sont déjà prêtes à accueillir les entreprises. Les locaux sont prêts, les bâtiments sont déjà inaugurés, puisque vous aimez les inaugurations. Et à Laval, rien n'est fait. Il suffit d'aller voir les lieux, de constater les herbes folles qui poussent, le délabrement du quartier pour se dire que c'est très inquiétant. C'est pour ça que je veux aller très vite.
Et mon équipe est prête. Nous sommes prêts, si les Lavallois nous font confiance, bien sûr, nous sommes prêts à immédiatement développer ce secteur. Alors, pour accueillir quel type d'entreprise? Bien sûr, ce n'est pas de la grosse industrie qui pourra être installée en centre-ville. Néanmoins, il peut y avoir tout ce qui concerne les nouvelles technologies, l'économie numérique. Il y a de très nombreux métiers qui sont à développer dans ce domaine. La proximité de la gare avec la LGV, je le redis, est un atout extraordinaire. 1h10 de Paris, ça veut dire quelques heures de toutes les grandes capitales de l'Europe et du monde occidental. Donc nous ne devons pas louper cela. Il y a des nouveaux métiers, il y a aussi dans le domaine artisanal et dans le domaine de la petite industrie, la petite industrie propre, des entreprises qui peuvent s'installer. Mais il faut que Laval soit attractif pour ça. Merci Isabelle, on est arrivé au terme de cette thématique et je signale que vous êtes à peu près à égalité en temps de parole, 8 minutes chacun. Fin de cette première série de thématiques. On va parler dans un instant de logement, de transport et de culture. Mais avant un mot quand même, vous n'êtes pas les deux seuls candidats potentiels sur cette élection municipale. Deux autres personnes ont émis leur intérêt pour briguer ce mandat. D'abord Claude Piou, il a 51 ans, il est professeur de mathématiques et il pourrait mener une liste pour le parti de gauche. Nous l'avons rencontré cette semaine, je vous propose de l'écouter. Je pense que le Parti socialiste abandonne ce qui fait vraiment le cœur de la gauche. Et au niveau local, à la mairie de Laval, eh bien, on suit le mouvement et on privatise des parkings, on augmente les impôts pour payer la dette aux banques sans combattre juridiquement ces banques comme d'autres l'ont fait. Donc voilà, je pense qu'il y a un abandon du combat de gauche face à la finance. Il faut en effet renforcer les services publics, il faut augmenter aussi la participation des citoyens à la vie locale et pas seulement de la poudre aux yeux comme la démocratie participative où on ne choisit que des détails. Je crois qu'il faut que les gens se sentent impliqués, qu'ils sachent qu'on peut faire autre chose à Laval comme ailleurs pour mener une vraie politique de gauche. Donc il faut se poser des questions sur les transports en commun qui soient plus efficaces, peut-être aussi se poser la question de la gratuité, soit totale, soit par moment, pour inciter les gens que le prix ne soit plus le frein à l'utilisation des transports en commun en effet. Ce sera une discussion qu'on aura nous avec les colistiers et qu'on aura aussi avec la population lavalloise. Voilà, et une autre personne a émis son intérêt et peut-être son intention de présenter une liste. Il s'agit de Jean-Christophe Gruau, il a 50 ans. Il pourrait mener une liste du Front National. Nous l'avons sollicité également cette semaine pour répondre à nos questions. Il a refusé de répondre à ces questions. Je le regrette, mais on en prend acte. Je signale d'ailleurs qu'aucune liste pour l'instant n'est déposée officiellement et que les candidats ont jusqu'au mois de mars pour se prononcer. On va continuer notre série de thématiques. Arnaud Bélier va venir nous rejoindre à nouveau. On va parler cette fois de logement avec Arnaud. Non. On va parler de logement, effectivement, et peut-être, si on a le temps, de cadre de vie. Selon les derniers chiffres du recensement qui ont été dévoilés au 1er janvier, Laval a perdu 390 habitants entre 2006 et 2011, soit à peu près une centaine de familles. Le départ des militaires du 42e régiment de transmission, on en parlait tout à l'heure, a sans doute pesé lourd dans la balance. Dans le même temps, il faut le dire, l'agglomération lavalloise a gagné 3000 habitants. Est-ce le signe d'une perte de vitalité de la ville de Laval ou au contraire le signe d'un développement harmonieux du territoire sur l'ensemble de l'agglomération lavalloise? La fiscalité lavalloise, on en parlait tout à l'heure, fait-elle fuir ou pas? Et on a peut-être quelques questions d'autres à poser. Est-ce qu'aujourd'hui, un couple avec 1 ou 2 enfants peut s'installer à Laval, peut construire à Laval? Y a-t-il encore des terres? On va essayer de regarder tout ça. Jean-Christophe Boyer, d'importants chantiers de rénovation ont été menés ces dernières années à Laval, dans le quartier des Fourches et surtout des Pommerets. Où en est-on aujourd'hui? C'est fini? Il y a d'autres projets en cours? Oui, il y a des projets en cours, beaucoup de questions que vous nous avez posées. D'abord, je voudrais revenir sur le point que vous avez abordé au départ. Le coup de massue du départ du 42e régiment de transmission. Ce n'est même pas un départ, d'ailleurs, une dissolution. 490 familles, 1700 personnes qui, d'une décision prise le 24 juillet 2008, soit quelques mois après notre arrivée, modifie totalement la structuration même de notre ville et explique en partie la question de l'évolution démographique qui, effectivement, qu'on a pu constater ces derniers temps. Je crois qu'il faut qu'on soit offensif sur cette question-là aussi. C'est le signe, d'abord, que l'agglomération se porte bien,
que les dispositifs d'habitat, puisque de logement on parle d'habitat aujourd'hui, c'est une compétence de l'agglomération, et c'est une compétence qui est partagée là aussi par l'ensemble des conseillers communautaires. Les villes de l'agglomération, de la première couronne, de la deuxième couronne se développent parce que Laval joue son rôle de moteur et joue son rôle de moteur à plein. Les dispositifs que nous avons mis en place sont là. Je voudrais revenir aussi sur la question de la fiscalité. Dans la question de la fiscalité, il y a les taux, c'est important, mais il y a ce que les gens payent, la réalité de la fiscalité. Et cette réalité de la fiscalité, l'a montré votre journal, l'a montré très récemment d'ailleurs, on ne paye pas plus d'impôts à Laval que dans les villes qui nous ressemblent ou qui ressemblent aux amis de M. Zocchetto, comme à Saint-Brieuc, à Cholet ou à Chartres, par exemple. Donc, cette question de la fiscalité, elle pèse, mais elle pèse aussi au regard de ce qu'il y a en face. Ce sont des services, on évite de prendre de la voiture pour aller faire ses courses, pour avoir accès aux loisirs. Donc, les logements, on en parle, grand projet de logement. Moi, ma fierté, c'est la rénovation du quartier des Fourches, 500 logements qui auront été rénovés pendant le mandat. La fierté de notre équipe également, et de Yann Kissling qui suit ce projet, c'est la rénovation des Pommerets. Là aussi, partenariat, l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui nous soutient et qui nous dit allez-y, rénovez ces quartiers, changez un petit peu la typologie des logements. C'est en cours et ça se finira dans les prochaines semaines. Demain, c'est l'ANRU 2, porté par le ministre Lamy, avec une réflexion qui sera apportée autour du quartier Saint-Nicolas. On reste vigilant sur le quartier d'Hilard. Notre ambition, c'est de n'oublier aucun quartier et de ne pas simplement nous concentrer sur l'habitat collectif, parce qu'il y a aussi à Laval de très nombreux lotissements construits il y a 40 ans qui n'ont pas vu depuis de la rénovation d'espaces publics, de l'apport d'aires de jeu, de la rénovation des trottoirs. Donc cette question de l'habitat, c'est comment on se sent bien à Laval et nous l'apportons de manière forte. Alors, on a parlé rénovation, peut-être peut-on parler aussi de construction. L'opposition municipale, mais y compris quelques milieux patronaux, ont dit on ne voit pas de grue à Laval. Y a-t-il assez de grues? Y a-t-il assez de projets en cours? François Zocchetto, je ne sais pas si vous avez un avis. Oui, bien sûr, j'ai un avis, car cette question du logement est très importante. Il est heureux, bien sûr, que le maire sortant ait poursuivi les 2 opérations majeures engagées par François Daubert, aux Fourches et aux Pommerets. Mais ça ne suffit pas, car comme vous le dites, et ça n'échappe à aucun observateur, on n'a vu pratiquement aucune grue à Laval s'élever dans le ciel depuis 6 ans. Et ça, c'est une situation très grave, et c'est une des raisons pour lesquelles la population à Laval baisse. Les gens quittent Laval, ce qui n'est pas le cas dans les communes voisines comme Saint-Berthevin, Bonchamp, Louvernay, qui sont ou des communes Changé. plus petites. Eh bien, moi, je dis, elles sont plus petites, mais ce sont quand même des villes. Je dis, appliquons les méthodes qui fonctionnent dans ces villes. Pourquoi chez nous la population baisse? Pourquoi les gens quittent? D'abord parce qu'il y a la fiscalité, bien évidemment, pour une famille. Monsieur Boyer, est-ce que vous savez combien ça représente concrètement? Vous disiez ce qui compte, c'est vraiment ce que les Lavallois payent. Eh bien, à un exemple, je rencontrais une personne de la Dacterie hier qui me montrait sa taxe d'habitation. Elle payait 777 € en 2008. Un an après, elle paye 1035 €, cette personne. Ce qui fait 250 € ou un peu plus par an. Imaginez qu'elle soit propriétaire, ce qui est le cas, car moi je souhaite que le maximum de Lavallois puisse accéder à la propriété. Ça fait 500 € de plus par an. Multiplié par vos 5 années, 5 x 5, 2500 € que vous avez prélevés sans contrepartie, sans aucune contrepartie, pour les Lavallois concernés, pour l'habitant de la Dacterie. Que faire pour densifier? Donc j'ai dit la fiscalité d'abord. Ensuite, nous avons un parc de logements vacants à Laval. Et moi, j'engagerai une action pour commencer sur les logements existants, une action de rénovation et notamment tournée vers les économies d'énergie. Il y a des fonds publics que l'on doit mobiliser. Troisième axe, cela consiste à relancer dans le centre de Laval, dans la ville-centre, pas seulement dans le centre, de relancer des programmes de mixité sociale avec de la construction privée permettant l'accession à la propriété. Alors, en catastrophe, depuis quelques mois, en catastrophe ont été lancés 2 ou 3 programmes, mais pendant 6 ans, il n'y en a pas eu. La rénovation énergétique, ce sera la responsabilité de tous, et je pense qu'il faudra vraiment qu'on y accorde une importance particulière, parce que c'est une façon pour les ménages d'économiser du budget au quotidien. Ce débat sur la fiscalité est totalement neutre quand on le compare au prix du terrain. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les dispositifs de l'agglomération soient équilibrés entre les villes de la première et de la deuxième couronne et de la ville-centre de Laval. Nous avons engagé des programmes à Grenoux,
qui se poursuivent depuis plusieurs années maintenant, des programmes au tertre qui avaient été commencés par l'ancienne municipalité et cela se développe et cela continue. Sur la mixité, on peut encore s'installer dans le centre-ville de Laval. Oui, on peut encore s'installer. Il y a des peu de moyens. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de trouver des terrains pour faire des lotissements de maisons individuelles, qui est une des demandes et une des raisons qui font que les ménages vont s'installer en première couronne. Nous avons, grâce au départ du 42e, retrouvé des terrains pour pouvoir faire des lotissements de ce type. Au Bourgny, nous en avons également lancé et il y en aura d'autres. Mais cette raréfaction de la surface foncière est une des raisons aujourd'hui et nous créons des espaces disponibles. Nous y travaillons pour qu'il y ait à la fois des logements collectifs et des maisons individuelles. Et pour répondre à ce qui est aussi le fléau aujourd'hui d'une société qui est certes un peu en difficulté, les familles monoparentales qui ont besoin d'appartements plus petits. Donc il faut s'adapter à l'ensemble du besoin des quotidiens des Lavallois et c'est ce que nous faisons. Merci, il reste un petit peu plus de 19 minutes, fin de cette thématique. Merci Arnaud Bélier d'Ouest France. Christine Villevoisin va venir nous rejoindre à nouveau et on va parler avec elle de transport. Laval, comme toutes les villes, est confrontée au problème de la circulation qui s'intensifie en centre-ville, même si ça roule encore bien à Laval. Et pour éviter les voitures ventouses, le stationnement a été ici totalement revu et corrigé, la zone payante est étendue et surtout la gestion des parkings confiée à une société privée, Urbispark, c'est ce qu'on appelle une délégation de service public qui a provoqué de vives polémiques et même des pétitions des Lavallois à un moment donné. Alors, cette délégation de service public était-elle une bonne solution ? Guillaume Garot, quand il était dans l'opposition, disait que le risque, c'était de payer le prix fort sans amélioration de la qualité du service rendu. François Zocchetto, est-ce que c'est une bonne solution, cette délégation de service public, sachant qu'il fallait de toute façon refaire des parkings, des eurodateurs, que c'était vétuste et qu'il fallait modifier la circulation ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Je pense que c'est une très mauvaise idée de la part de M. Boyer que d'avoir voulu imposer la privatisation du stationnement à Laval. Cela ne s'imposait absolument pas d'un point de vue technique. Il n'y avait aucune raison d'étendre les zones de stationnement payants. Nous devions traiter le problème des voitures ventouses, nous pouvions le traiter autrement, en particulier en étant plus rigoureux et en étendant les zones bleues. Nous n'avions pas besoin de cela. Il est paradoxal que ce soit une municipalité de gauche qui ait choisi de remettre entre les mains d'une société faisant partie d'un groupe coté en bourse, d'un groupe financier, de remettre ce qui est l'espace public. Par exemple, si demain, si je suis élu maire, si je souhaite engager des travaux de réaménagement de la place du 11 novembre, qui est ici, eh bien j'aurai les pires difficultés, parce que M. Boyer a concédé cet espace public pour une durée de 10 années à Urbispark. Je renégocierai le contrat, mais ce sera très dur. Et donc là, c'est une grave erreur et vraiment, il y a une responsabilité lourde qui a été prise pour l'avenir des Lavallois. Sur le stationnement, je dirais vraiment zéro. Pourquoi l'avoir fait alors que vous le dénonciez dans l'opposition ? Non mais attendez, moi, l'outil m'importe peu. Délégation de services publics, convention, contractualisation. Sauf que ça coûte plus cher aux Lavallois. Contractualisation, marché public, moi ce qui m'importe, c'est les résultats. Le résultat, c'est quoi ? C'est que nous voulions que chaque Lavallois trouve un stationnement adapté à son mode de vie, que les riverains aient plus de place devant chez eux, que les personnes qui viennent faire leurs courses en ville aient de la place. C'est la raison pour laquelle nous sommes peut-être une des rares villes de France à avoir un stationnement d'1 heure gratuit en plein centre-ville. Et cela fonctionne. 85% des usagers de ces parkings barriérés ne payent pas de stationnement. Donc ça veut dire qu'ils descendent de leur voiture, vont faire leurs courses. Et un service public ne pouvait pas le faire sans passer par une délégation ? Peu importe la question de la délégation du service public. Nous avons concédé 1000 places sur les 4900 places qui restent à Laval. 2500 sont gratuites et le reste, ce sont des places de stationnement en voirie que nous avons concédées en gestion directe. Il fallait, vous l'avez dit, s'adapter. Il fallait que les parkings soient adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les eurodateurs ne permettaient pas aux personnes handicapées de pouvoir y accéder. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, la responsabilité et le choix de l'outil, c'est important. C'est la raison pour laquelle on parlait d'augmentation de tarifs possible, et Guillaume Garot en parlait il y a une dizaine d'années maintenant. Tous les tarifs ont baissé sauf celui de la zone rouge. L'abonnement pour les riverains a baissé de 3 € par mois. L'abonnement sur la zone verte a baissé. L'abonnement sur l'année a baissé. Donc
là aussi, il faut qu'on regarde la réalité. Soyons responsables, agissons là où c'est nécessaire. La nécessité, c'était qu'il y ait un stationnement fluide. Cela a été travaillé en concertation, cela a été travaillé avec les commerçants et cela marche. Ça marche, il y a moins de voitures vendues. Je céderai, Françoise Oqueto. Ce qui est réel, c'est que les Lavallois doivent payer pour utiliser leur espace public. Ils doivent payer pour s'arrêter en ville maintenant. C'était déjà le cas avant et aujourd'hui, il y a 1 heure de stationnement gratuit en centre-ville. Vous parliez de la voirie tout à l'heure et de la circulation. Nous avons ramené le côté paisible un peu de la circulation en centre-ville. Il y en a l'illustration dans la rue Crossardière, il y a l'illustration avec la suppression des feux. Moi, ce que je veux, c'est rendre la ville plus douce à tous. Alors vous avez aussi mis en place des vélos en libre service. Le Vélitude, ça ne fonctionne pas, le Vélitude. On va passer au vélo, aux pistes cyclables. Une ville plus douce, ce sont des c'est plusieurs moyens de transport. Une ville plus douce, ce sont des trottoirs plus larges pour les piétons, ce sont des pistes cyclables, c'est une voiture avec des circulations apaisées où la voiture trouve rapidement un endroit pour se stationner. Échec ou pas échec, le Vélitude? Non, les Vélitudes, c'est le taux de fréquentation est très bas, parmi les plus bas de la région et même de France. Il est parmi les plus bas, il progresse, plus 25% depuis son installation. On est à peu près à un peu plus de 9000 utilisations. Il faut prendre l'habitude de ce service. Il n'y avait pas. C'est mis en place depuis 2012 quand même. Mais ça fait que 2 ans, vous avez raison de le souligner, 1 an et demi, Madame Villevoisin. Donc pour moi, il faut créer le réflexe vélo, mais pas seulement, il faut créer le réflexe piéton, il faut créer le réflexe je circule avec ma poussette ou en étant en fauteuil. C'est ça qui est important. Laval, c'est une ville pour faire du vélo. Pour les vélos, je serai très bref. Ça ne marche pas, les vélos à Laval, l'expérience ne marche pas. Pourquoi? Il y a trop de côtes à Laval? C'est difficile de faire du vélo? Vous avez tout de suite compris, même si vous venez de Nantes, vous avez tout de suite vu que le vélo, ce n'est pas très pratique à Laval. C'est bon pour le cœur. Je proposerai, si je suis élu, un mécanisme différent qui consiste à inciter les Lavallois à acheter des vélos électriques. Voilà. Et si on veut parler des transports maintenant, vous savez qu'à Laval, nous avons un réseau de Tulle que nous aimons. J'aime le réseau des Tulles à Laval, c'est un réseau historique qui fonctionne bien. C'est ce qui fait d'ailleurs que M. Zocchetto aime les délégations de services publics puisque c'est délégué à Keolis. La privatisation des parkings, je vous ai dit les résultats que ça avait donné. Maintenant, parlons des Tulles. Sous un angle un peu particulier, la sécurité. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un sujet actuel, la sécurité dans les Tulles. Il n'est pas inutile de passer quelques instants là-dessus. À Laval, depuis 1 an, nous avons eu une hausse de 41% des cambriolages. Nous avons eu une hausse de 17% des agressions physiques sur les personnes. Et pendant ce temps-là, M. Boyer nie la réalité. Il ment aux Lavallois en disant non, non, il n'y a pas de problème, il ne faut rien faire. Alors tout dernièrement, qu'est-ce que vous faites dans les bus alors? Tout dernièrement, M. Boyer, vous allez comprendre, a dit je vais peut-être installer, je vais expérimenter des caméras dans les Tulles. C'est donc bien reconnaître en fin de mandat qu'il y a un vrai problème d'augmentation de la délinquance à Laval. Je ne suis pas sécuritaire à tout point, mais je dis que c'est le rôle du maire, que d'assurer la sécurité et la tranquillité publique sur le territoire de sa commune. C'est dans la responsabilité du maire. Si je suis élu maire, je me sentirai responsable de la sécurité et de la tranquillité des Lavallois. Des caméras dans les bus? Les caméras dans les bus ont été votées par le conseil communautaire, puisque là, encore une fois, c'est de la responsabilité de l'agglomération. Même s'ils roulent sur Laval. 100% des bus seront équipés. Et justement, par rapport à votre remarque, Madame Villevoisin, ils ne roulent pas que dans Laval. La nouveauté, mais aussi dans Laval, qu'a introduite Guillaume Garot et l'ensemble de notre équipe, c'est que les Tulles roulent dans toute l'agglomération. Ça a été une des grandes avancées de relier le centre-ville de Laval à l'ensemble des communes, des 20 communes de l'agglomération. Et aujourd'hui, les habitants de l'agglo nous remercient pour cela. Merci. Les Tulles, les transports urbains, Lavallois. Voilà, pour nos spectateurs des autres de la région qui ne connaîtraient pas. Merci Christine Villevoisin. Je signale que vous êtes en avance sur votre temps de parole, Jean-Christophe Boyer. La culture, Isabelle Marchand de France Bleu Mayenne pour la dernière thématique de ce débat. Rendre la ville attractive, comment l'animer. Une étude récente commandée conjointement par les ministères de la Culture et des Finances cette semaine montre qu'il y a une corrélation très forte entre investissement culturel et production de richesse en termes de PIB. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Françoise Oqueto, vous avez l'air étonnée. C'est donc un enjeu majeur. La question que je vous pose à l'un ou l'autre est toute simple. Quels sont vos projets dans le domaine culturel? Jean-Christophe Boyer, en matière d'investissement, le projet phare de Guillaume Garot, c'était celui de Saint-Julien, sur la rive gauche de Laval, cette future maison des arts. Mais le projet semble vraiment entre parenthèses depuis décembre. Il a été retoqué, le concours relancé par le jury. C'est l'ancien hôpital, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, l'ancien hôpital sur la rive gauche. Une grosse emprise. Saint-Julien reste-t-il un projet phare, Jean-Christophe Boyer?
La culture reste un projet phare. J'ai lu votre étude, contrairement peut-être avec M. Zocchetto, mais cette étude, elle montre effectivement que c'est un levier extraordinaire, un levier économique extraordinaire. Et j'en discute d'ailleurs très souvent avec les hôteliers qui sont systématiquement complets à chaque fois qu'il y a un festival ou une manifestation d'importance. Dans quelques jours, la folle journée, dans plusieurs semaines, le festival des Trois éléphants. Revenons à Saint-Julien. Pour revenir à Saint-Julien, on va faire un détour par le musée d'abord, parce que le musée d'art naïf doit là aussi progresser, devenir un musée des arts naïfs et singulier et trouvera toute sa place également dans l'extension dans le Châteauneuf. Il y a le patrimoine aussi que nous devons... l'extension du Châteauneuf, puisque vous en parlez pour l'instant, il n'y a rien au Châteauneuf, c'est une coquille Justement, vide. il accueillera une partie de ce musée. Il faut qu'on ait une logique d'ensemble avec le patrimoine, c'est ce que nous avons fait en rénovant également la place de la Trémoille. Vers Saint-Julien, s'il vous plaît. On va sillonner, on va s'arrêter effectivement à Saint-Julien et notamment sur ce qui est notre joyau aujourd'hui en matière d'enseignement artistique qui est le conservatoire rayonnement départemental. Alors, un joyau très délabré qui doit absolument déménager. Qui doit trouver sa place à Saint-Julien. Sous peine de perdre son label, Jean-Christophe Boyer. On a convaincu, si vous pouvez me laisser parler, la direction régionale des affaires culturelles de lancer ce grand projet et de nous accompagner. Il y a eu un jury qui a conclu à un rejet de l'ensemble des offres. Ce jury, à l'unanimité, a rejeté toutes les offres. L'appel a été relancé. Il y aura dans les prochaines années la construction du conservatoire à rayonnement départemental à Saint-Julien, sans aucune modification du programme. C'est important. Plus de 2000 enfants fréquentent ce conservatoire. C'est majeur pour Laval. Alors, attendez, parce que je vais intervenir. Vous avez 4 minutes d'avance, Jean-Christophe Boyer. Donc, François Zocchetto, vos projets dans le domaine culturel. Oui, mais alors, je voudrais dire à M. Boyer que moi, je n'ai pas du tout aimé tout à l'heure quand, d'emblée, lui-même décide que je n'ai pas lu votre étude. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Ça, c'est typique de sa façon de procéder, de créer une crispation, de décider. M. Boyer est un maire qui décide tout seul dans son bureau et il a des certitudes et il décrète. Alors, il a décrété, là, par exemple, que concernant la culture, probablement que je ne m'y intéressais pas ou que je n'avais rien lu. Bien évidemment, c'est totalement le contraire. Alors, quels sont vos projets en matière culturelle? Eh bien, mon projet, d'abord, je voudrais vous dire que la culture, ce n'est pas qu'une question d'infrastructure, mais on va y revenir. La culture, c'est un état d'esprit. Dans une ville, c'est très important. Pourquoi? Parce que la culture, c'est ce qui crée du lien entre les habitants, c'est ce qui permet de comprendre les différences entre les habitants. Et le maire, dans une ville, est celui qui doit faire vivre les habitants différents ensemble. Il n'est pas celui qui doit créer des fractures, celui qui doit opposer, celui qui doit créer des tensions. Non, le maire est là pour apaiser, pour expliquer, pour imaginer ce que va être l'avenir des habitants et les faire vivre ensemble. Et pour cela, la culture, c'est extraordinaire. Donc je veux qu'à travers les générations, il y ait des échanges culturels. Alors, c'est pas très la précédente municipalité avait dit... C'est pas très concret, François Zocchetto, ce que vous nous dites. Oui, pourquoi? Parce que la culture, c'est un état d'esprit. Avec des bâtiments où vous répétez alors, Saint-Julien, Saint-Julien, bien sûr, sera une priorité en matière culturelle, mais pas du tout de la façon dont l'a mené la municipalité. D'ailleurs, j'observe, c'était un projet phare de l'équipe sortante, et comme vous l'avez dit vous-même, il n'est toujours pas sorti de terre. Pire que ça, c'est un fiasco complet, puisque l'appel d'offres pour les architectes a complètement échoué. Au passage, ça coûte, excusez du peu, 150 000 € aux contribuables, 150 000 € de perdus. L'appel d'offres, François Zocchetto, a été retoqué également par Didier Pilon, qui fait partie de votre Oui, mais opposition. Ça veut bien dire que le dossier avait été mal monté. Ce n'est pas moi qui suis maire de Laval, c'est M. Boyer. Et donc, c'est le résultat de la gestion de M. Boyer. Donc, que faut-il faire à Saint-Julien? Donc, ce que je ferai, d'abord, c'est que pour un projet qui aujourd'hui est estimé à 25 millions d'euros, ce qui me paraît totalement déraisonnable, je reviendrai à un coût net pour la ville de 10 millions d'euros. Et je l'expliquerai le moment venu, puisque mon programme, et c'est le calendrier que je me suis fixé avec mon équipe, mon programme sera présenté fin janvier, plutôt début février, au Lavallois, en même temps que la liste, ce qui explique que je ne vous donne pas toutes les réponses. Mais je répondrai en temps utile et très précisément à cette question. J'aurai un projet qui coûtera moitié moins cher et qui sera tourné vers la culture. Mais la culture, pour moi, c'est quelque chose qui doit être pratiqué sans exclusive, dans le respect des différences. C'est mon état d'esprit et c'est ça qui est important pour un maire. Une question d'actualité pour terminer à tous deux. Cette question sur le dynamisme du centre-ville. Il y a une grande librairie à Laval qui est sur le point de fermer, à la Médiapole. Qu'avez-vous fait l'un et l'autre pour préserver cette librairie? D'abord, moi je dois dire que je suis client régulier de cette librairie.
depuis toujours. Oui, puisque... mais ça ne suffit pas, il y a plus non, de ben, monde en oui, ce mais moment, enfin, les rayons. permettez-moi de vous dire que le premier appui que vous pouvez apporter à un commerce, c'est d'abord de le faire vivre. Je suis né à Laval et avec ma famille, on va toujours chez Chapitre. Avant, c'était chez Siloé. Voilà, ça c'est la première façon de faire vivre les commerces dans une Mais ville. vous ne répondez pas à C'est mes d'habiter questions. la ville. Qu'avez-vous fait pour Eh préserver bien, d'abord, je suis allé rencontrer le personnel à plusieurs reprises et j'ai essayé de comprendre la difficulté dans laquelle ils étaient. Bien évidemment, je ne suis pas personnellement en mesure de faire un projet de reprise. D'ailleurs, M. Boyer l'a dit lui-même, ce n'est pas le maire qui va se substituer à l'initiative publique, à l'initiative privée, pardon. Toutefois, si jamais un projet de reprise nécessitait un engagement public, je pense que nous nous retrouverions pour qu'il y ait un apport public. Mais je crois qu'au-delà du cas de Chapitre, que je néglige pas du tout, puisque j'y suis vraiment très très attaché, c'est tout le centre-ville qui se trouve affecté. Ce centre-ville qui a été délaissé, on a vu des zones commerciales fleurir en périphérie, on voit une maîtrise foncière qui est totalement déficiente en centre-ville. Moi, je lancerai un programme de maîtrise foncière, en particulier en adhérant spontanément à la politique du Conseil général en matière foncière, ce que M. Boyer refuse de faire, puisqu'il est aussi en rupture avec le Conseil général, comme il est souvent en rupture aussi avec les principaux élus de l'agglomération. Et donc, nous aurons une politique pour relancer le centre-ville et faire en sorte que la place du 11 novembre redevienne le cœur de la ville de Laval. Jean-Christophe Boyer, 17 minutes, vous êtes à égalité. Mais rapidement, parce qu'il y a des questions sur Twitter. Responsable. D'abord, pour quelqu'un avec lequel j'aurai des difficultés, je travaille très régulièrement avec Jean Arthuis, président du département, avec Jacques Auxiette, président de la région. Ne soyons pas excessifs, soyons responsables. Tous deux ont validé l'ensemble des projets de la municipalité ces dernières années. Sur Chapitre, je vais faire très court. La ville soutiendra un projet de reprise qui sera déposé le 31 janvier. J'ai également la possibilité de dire aujourd'hui que nous sommes en recherche avec la société H&M pour lui trouver des locaux à Laval. Donc ça veut dire que le centre-ville se la compte. Je partage l'idée que la maîtrise foncière est quelque chose d'important et justement trouver des locaux est quelque chose de difficile. Revitaliser le centre-ville, on parlait tout à l'heure du 42e, de la gare. Le centre-ville fait partie de mes préoccupations quotidiennes. La librairie Chapitre, j'y ai travaillé toutes mes vacances de Noël. Merci, merci Isabelle Marchand de France Bleu. Il reste moins de 3 minutes. Quelques questions sur Twitter. Une première, le stade Francis Lebasseur, le stade de football de Laval, est un des plus vieux, des plus vétustes de France. Que faites-vous? Allez-y, monsieur le secrétaire. Moi, je suis un fervent supporter du Stade lavallois depuis longtemps, depuis que je suis tout petit. Et donc, je suis sensible aux résultats. Évidemment, quand ils sont moins bons, ça m'attriste. Quand ils sont meilleurs, je suis un content. peu en Ligue 2. Je crois qu'en matière de football, il faut être très prudent. Nous avons eu une financiarisation un peu délirante de certains clubs et il ne s'agit pas de s'engager dans cette voie. À Laval, fort heureusement, pour le moment, c'est resté raisonnable. Le stade Francis Lebasseur a besoin d'être rénové, mais nous ne pouvons pas envisager, je le dis vraiment en conscience, nous ne pouvons pas envisager d'avoir un stade comme ceux que l'on voit en Ligue 1. Et on voit ce que ça donne, par exemple, au Mans. Nous avons la responsabilité, le maire a la responsabilité d'orienter l'argent public. Et il n'est pas certain que c'est en construisant des stades à 100 millions d'euros que l'on rende service à nos concitoyens. Jean-Christophe Boyer, rapidement, s'il vous plaît. Moi, ce qui me compte, le stade de Francis Lebasseur, d'abord, je voudrais souligner la qualité de la gestion de l'équipe dirigeante, puisque le club de foot de Laval est un des rares clubs qui équilibre ses comptes. Ce qui compte à Lebasseur, c'est la sécurité des spectateurs. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est assurer la sécurité des spectateurs et l'accueil du public. Donc on se concentre sur ce point-là. Et depuis 5 ans, je crois que nos actes parlent pour nous. Une dernière question, messieurs. Quand allez-vous nous annoncer vos listes et vos programmes? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me tiens à un calendrier depuis que je me suis engagé avec mon équipe dans cette campagne. Donc le programme et la liste seront annoncés tout début février et nous intensifierons nos rencontres avec les Lavallois. Jacques-Christophe Boyer. À peu près dans les mêmes créneaux. Vous savez, la fin de l'année pour notre équipe a été un petit peu agitée puisqu'il a fallu mener à bien des projets importants comme la rénovation de la place de la Trémoille, comme la place du Châteauneuf. Il a fallu également travailler le dossier E.ON, réussir les illuminations et je crois qu'on a battu des records cette année et cela a plu à tout le monde. Et puis, effectivement, travailler le dossier Chapitre. Donc, ce sera peut-être un peu après le début de février parce qu'on a pris quelques jours de retard, mais ce sera dans les temps pour que la transparence et la clarté se fassent en matière de démocratie locale à Laval.
Jean-Christophe Boyer, merci. Françoise Oqueto, merci beaucoup à tous les deux d'avoir inauguré cette série de débats sur François Pays de la Loire. Merci à Isabelle Marchand de France Bleu Mayenne, à Christine Villevoisin de la rédaction de François Pays de la Loire et Arnaud Bélier, directeur départemental de Ouest France. Merci au public qui a assisté à ce débat et qui a écouté avec beaucoup d'attention vos propos. On va bien sûr sur France 3 et sur les ondes et dans les colonnes de nos confrères, bien sûr, suivre cette campagne à Laval. Merci messieurs. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro de La Voix libre. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas les dates, il faudra voter les 23 et 30 mars. On parle d'un taux d'abstention certainement très important. On fera notre travail aussi pour essayer d'inciter les gens à aller voter. Merci messieurs. Merci.